Robert Elisha, un résident de Jérusalem né à Londres, possède Chuvis sur la rue Washington dans la capitale, une galerie nommée en l'honneur de sa mère et qui lui est dédiée, une artiste israélienne reconnue qui a vécu à Meir Sharim et est décédée en 2022 à l'âge de 94 ans. Bienvenue sur le centre média de JNS. Avec plaisir. Commençons donc par parler de votre mère, qui était vraiment une artiste incroyable. Oui, elle l'était. Elle était une épouse incroyable et une personnalité remarquable aussi, parce que toute personne qui l'a rencontrée s'en souvient. Vous savez, il finissait par l'aimer parce qu'elle était une personne très joyeuse, simple, petite, rien de sophistiqué. Toute sa finesse se retrouvait sur la toile, c'est ce qu'elle essayait de faire, et les gens l'ont vraiment remarqué. C'était la première fois qu'ils voyaient un artiste qui traite du monde juif avec des couleurs vives, avec optimisme. Très bien fait, après tout. Quand elle a quitté Jérusalem, bien sûr, lui et ma mère et mon père, ils ont quitté Jérusalem à l'âge de 7 ans, mon père encore plus tôt. Et l'Europe, Prague, Vienne, l'Autriche, et ainsi de suite. Et juste avant que la guerre ne commence, ils ont réussi à s'échapper à Londres, en Angleterre, et c'est là qu'ils ont en fait sont restés pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a été acceptée à l'école d'art de Saint-Martin, à l'Académie royale, comme enfant prodige, lorsqu'elle avait 13 ans et demi. Du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Incroyable, oui, absolument, voilà. Donc elle a reçu une excellente formation, je veux dire, elle a été formée, n'est-ce pas? Mais elle était douée dès l'enfance. Avec ses connaissances et sa capacité réelle de penser à quelque chose et de le retranscrire sur la toile ou sur le papier de la manière la plus fantastique. Laissez-moi clarifier pour ceux qui regardent. Donc, vos parents étaient originaires de Jérusalem, puis ils ont déménagé en Angleterre, où vous êtes nés, et vous avez grandi là-bas. Oui, c'est ça. Puis ils sont revenus, vous êtes tous revenus. Vous êtes tous revenus. Oui, on a fait l'Alia, tu sais, à la fin des années 60, et c'est vraiment ça. Nous avons commencé dans un endroit appelé Herzliya Pitouach, une belle ville côtière. Et ma mère a en fait construit la maison selon sa propre vision, une maison incroyable pour l'époque. Et aujourd'hui, finalement, quand je me suis marié, plus tard, il se faisait vieux. Alors, retournons à Jérusalem, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus à Jérusalem, ils ont acheté une belle maison à Mea Shearim, à la périphérie de Mea Shearim. Et mon père, qui travaillait dans le commerce international et tout ça, pour lui, faire quelque chose comme ça, venir dans un quartier orthodoxe à Jérusalem, c'était un peu difficile. Mais il l'a fait, et je pense qu'il a eu une belle vie. Il a réussi à atteindre 96 ans, et elle était pleine de choses qu'il n'avait jamais vraiment faites auparavant. En tant qu'homme d'affaires, ces 20 dernières années étaient remplies de petits-enfants. Et ceci est des leçons de la Torah, et ainsi de suite, etc. Et toi aussi, tu as une histoire fascinante. Revenons un peu en arrière et raconte-moi un peu ton histoire. Eh bien, mon histoire, tu sais, alors, j'ai été dans les FDI pendant pas mal d'années et quand j'ai été libéré, j'ai décidé que la première chose à faire était, tu sais, de m'évader. Et je suis allé à Londres, en Angleterre, et là-bas, j'ai pris du bon temps. Et moi, j'étais dans l'art, mon père était dans le commerce. En Angleterre, il était un marchand international de textiles anciens et de choses comme ça. Donc j'ai été introduit dans ce genre de monde avec ma mère, l'art de ma mère, qu'elle pratiquait depuis que j'étais bébé. Donc j'avais une excellente base pour continuer. Donc bien sûr, vous savez, j'ai donc décidé de m'acheter une Ferrari Dino 246 GT, c'était une vieille voiture, et j'en étais vraiment amoureux.
Et finalement, je suis retourné en Israël et j'ai rencontré ma femme, puis nous sommes revenus en Angleterre. J'ai dit, c'est là qu'on va vivre. On va vivre à Hampstead et on va avoir une vie merveilleuse. On est comme une Ferrari et ça, donc ma femme m'a dit que c'est une voiture marrante. Elle est très basse, il n'y a pas de climatisation et elle est très très bruyante. Alors laissons-la dans le garage et utilisons notre panda noir, c'est magnifique. C'est ce qu'on a fait. Donc j'ai délaissé ma Ferrari 246 GT et nous ne sommes pas restés très longtemps en Angleterre parce que ma femme préférait Israël et nous sommes revenus. Et puis j'ai décidé que je devais gagner mon propre argent. Alors je l'ai pris plus au sérieux et plus je me suis lancé dans le commerce, dans l'art, dans le textile, des choses comme ça. J'ai commencé à réaliser que ma mère n'était pas vraiment mise en avant, elle était très douée lorsqu'elle faisait réellement des expositions. Elles étaient rapidement achetées, elles se vendaient, elle avait la capacité de vendre. Alors, je l'ai pris sous mon aile et j'ai pris cela très au sérieux. Et aujourd'hui, nous en sommes là, rue Washington aussi. Et nous vendons aussi d'autres œuvres de grands artistes israéliens comme Agam, Reuven Rubin, Mané Katz, Marc Chagall, des choses comme ça. Et bien sûr, ma mère aussi, et l'art de ma mère, c'est mon pilier. Cela me permet, vous savez, de gérer l'entreprise de la manière la plus professionnelle possible. Parlons un peu de l'art de votre mère, parce qu'il était vraiment spectaculaire à bien des égards. Elle a réalisé certaines œuvres très grandes et d'autres plus petites, plus raffinées. Comment la décririez-vous? Je vais évidemment montrer des photos, mais comment décririez-vous son art? Eh bien, elle est connue comme l'une des plus grandes marchandes à Tel Aviv. Meir Stern de la galerie Stern à Tel Aviv. Nous espérons qu'il ira mieux. Il est très âgé aujourd'hui. Et il a toujours dit que ta mère est une grande artiste, et je la considère comme une artiste post-impressionniste, impressionniste. Et elle a toutes les capacités pour le faire, et vous pouvez voir dans ses œuvres qu'elle le fait, ses dessins sont fantastiques. J'ai eu des connaisseurs qui possèdent, tu sais, des œuvres au crayon, des papiers de Rembrandt par exemple, ou d'autres grands artistes. Ils m'ont toujours dit que ces œuvres sur papier sont vraiment, vraiment excellentes. Et c'est comme ça que tu peux vraiment, tu sais, parler d'une artiste si elle est vraiment douée. Il voit comment il dessine, c'est l'ABC. Et bien sûr, ses œuvres majeures étaient ses scènes de mariage. Qu'elle est une icône internationale et les paysages de Jérusalem. Icône internationale et ses rabbins, ses portraits ou petits portraits. Je veux dire, j'ai vendu un petit portrait pour 50 000 il n'y a pas longtemps et il était minuscule, mais j'y croyais et j'aimais cette œuvre et c'est une pièce unique. Voilà. Et je sais que certaines de ces œuvres se sont vendues encore plus cher, 100 000, et en plus d'être exposées dans votre galerie d'art, les peintures de votre mère peuvent être vues dans certains hôtels très prestigieux de Jérusalem. Et aussi, je crois que l'ancien ambassadeur américain David Friedman a emprunté l'une des peintures pour l'ambassade des États-Unis. Oui, absolument. Je veux dire, différentes organisations, le Musée d'Israël et d'autres endroits lui ont proposé d'avoir quelque chose dans son bureau. Mais quand Madame Tammy Friedman est entrée dans la galerie et qu'elle a vu cette œuvre sur les espions, elle a dit « Waouh, c'est incroyable ». Alors, décrivez la pièce. Quoi? Décrivez la pièce stratégique? C'est une très grande pièce qui décrit les 12 tribus quand ils ont parcouru la Terre Sainte et qu'ils sont revenus dans le désert, dans le désert. Et là-bas, on voit tout en bas dans la vallée, on voit les tribus.
Et ici, on voit que 10 des tribus parlaient négativement de la Terre sainte. Qu'on ne peut pas le faire, que c'est impossible. Il y a ces grands gens très grands là-bas, et regardez les fruits. Tout est immense. Je veux dire, tout dépasse notre capacité à vraiment aller conquérir la Terre sainte. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Mais seulement Caleb et Josué, fils de Nun, seulement ces deux-là, ils avaient la tête haute et ils regardaient la lumière qui descendait sur le tabernacle et ainsi de suite. Donc là-bas, nous avions la croyance que la nation juive allait réussir. Et ils allaient entrer en Terre sainte et ils allaient y être comme nous le sommes aujourd'hui. Et vous pensez que cela correspond au message optimiste que votre mère transmettait dans son œuvre? Absolument. Absolument. Par exemple, la peinture est retournée à l'ambassade parce que l'ambassadeur Mike Ackerby, pendant toute la durée de son mandat là-bas, a gardé la peinture dans son bureau. Et il en est très heureux parce qu'elle lui parle, elle lui parle. Je veux dire, il voit le message là-bas, il l'adore. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un d'important, un VIP, alors il s'assoit avec la peinture derrière eux et il en parle. Donc ça dit, pas forcément des personnes juives, c'est mondial et c'était son approche pour rendre les gens heureux. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez être juif, vous pouvez être non-juif, vous pouvez être, vous savez, ça n'a pas d'importance. Et je sais que Ouvi, en fait, son nom complet était Aouva Elisha, mais elle signait son travail Ouvi. Pourquoi cela? C'est comme ça qu'on l'appelait à Londres, vous savez, ses amis, vous savez, Aouva et Ouvi, et c'était Ouvi. Et aujourd'hui, dans le monde entier, Ouvi est en train de devenir un. C'est un nom très recherché, c'est vrai. Et la galerie, je suppose, est ouverte tous les jours au public. Sauf évidemment de 11h à 17h ou sur rendez-vous au 2 rue Washington, d'accord? Et comment décrivez-vous ce que vous faites et votre famille maintenant à Jérusalem? Eh bien, d'importants rabbinim m'ont dit que, vous savez, j'ai l'apparence d'un juif orthodoxe. D'accord. Oui, mais le truc, c'est que j'ai été de ce côté-là et de l'autre côté, je suis encore partout. J'ai des amis de différentes organisations et je peux voir et je peux parler leur langue et essayer de transmettre mon message d'une manière très décontractée, pas de presse et les gens adorent ça. Les gens qui voulaient vraiment entrer dans la galerie et qui m'ont vu, ils ont dit, eh bien, je n'irai pas là-dedans. C'est l'un de ces gars en noir, donc s'ils entraient vraiment, on devenait les meilleurs amis du monde après une demi-heure, les meilleurs amis. C'est incroyable, tu vois, parce que tu sais, il disait, comment ça se fait que tu sois là? Comment tu sais tout ça? Comment tu as un petit Picasso accroché au mur? Comment tu as ça? Comment tu as un Chagall? Nous avons toujours pensé que des gens comme toi étaient loin de tout ça, donc c'était ça, vraiment. Et aussi avec ton accent très britannique, et je sais que ça fait vraiment partie de qui tu es. Tu m'as dit que tu étais un grand sportif autrefois et que tu as même une sorte de lien avec la famille royale. Ah, tu veux parler de ça, bien sûr? Daphne. Mon père, tu sais, comme il était à Londres et qu'il travaillait dans le commerce, il aimait faire les choses pour la famille de la meilleure façon possible. Donc, quand je suis né garçon, j'ai dû être circoncis. Une brite. Donc, qui peut le faire? Qui est le meilleur? À cette époque, c'était le rabbin Dr Snowman, peut-être que certains le connaissent, et c'est lui qui a fait ma brite. Et en fait, ma mère et mon père m'ont dit que c'était le même rabbin Dr Snowman qui l'a fait. La bride de son Altesse royale, le roi Charles III, parce que la famille royale faisait des brites pour tous les garçons à cette époque, je veux dire la reine Élisabeth.
Elle y était vraiment très favorable et j'ai entendu des choses à ce sujet. Cela date de plusieurs siècles, mais c'est très intéressant. Alors j'ai raconté ça une fois au rabbin David Abou Hatzeira du Nord. Il a dit « Waouh, c'est une super histoire ». Oui, dis-moi, a-t-il utilisé le même couteau? Donc c'était vraiment ça. J'aimerais vraiment envoyer une lettre à Sa Majesté, le roi Charles III, et peut-être le rencontrer dans ce contexte. S'il a le temps, Eh bien, peut-être qu'il pourra regarder cette interview de JNS peut-être. et nous recevrons une invitation. Ce qui m'amène à ma question. Quel est votre message pour nos téléspectateurs, pour les personnes qui regardent cette interview? Que le temps est compté et il reste beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à accomplir pour s'unir, vous savez, pour unir la nation juive, et pas seulement la nation juive. Je parle de la façon dont je perçois Mike Huckabee, car il a eu toute une heure pour s'asseoir avec nous et parler en ami. Vous savez, et je crois vraiment que, tu sais, les gens dans le monde veulent se rapprocher de nous, mais parfois on a, tu sais, des choses qui empêchent vraiment la connexion. Donc c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de rendre la chose vivante. Eh bien, tu sembles très bien réussir, tu sais. Depuis le 7 octobre 2023, nous avons assisté à une montée de l'antisémitisme dans le monde entier et à des appels à l'unité. Comme tu viens de le dire, mais ce n'est pas si facile. Tu trouves ça? Les touristes reviennent maintenant, les pèlerins, juifs et chrétiens reviennent à Jérusalem. Est-ce que tu vois de plus en plus de monde dans la galerie? Oui, pas beaucoup à cause de la situation que nous vivons en ce moment. N'importe qui allume CNN, il voit ce qui se passe et il se dit, tu sais, la dernière chose que je ferai sur Terre, c'est d'aller au Moyen-Orient. Mais d'un autre côté, si on remonte à quelques mois en arrière et ainsi de suite, j'ai eu un beau couple qui est venu dans la galerie et ils se promènent dans la galerie, ils marchent, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Alors je les ai abordés et j'ai dit « Bonjour, je vois que vous appréciez les œuvres d'art, c'est merveilleux, merveilleux. » Donc je savais qu'ils venaient de Hollande. Et puis il s'arrête et il regarde une toute petite œuvre à peu près de cette taille, vraiment minuscule, et il passe 1 minute entière à la regarder. Alors je m'approche de lui et je lui dis « C'est intéressant. Est-ce que vous savez ce que vous regardez ?» Bien sûr, ah oui, vraiment. Alors qu'est-ce que tu regardes? Il me dit « Je regarde la tombe du Baal Shem Tov à Mizibouch, en Ukraine. Baal Shem Tov était le. Il a en fait introduit le mouvement hassidique il y a environ 200 ans. Alors j'ai dit, c'est incroyable, mais tu n'es pas juif? Non, je ne le suis pas. Sa femme intervient alors. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mon mari est prêtre à Amsterdam et il s'adresse à sa congrégation tous les dimanches. Et il leur parle, il leur fait un sermon et il parle de la Torah du Baal Shem Tov. J'ai dit, tu es sérieux? Oui. Donc pour moi, c'était quelque chose de très très nouveau, donc c'est ce que j'essaye de dire. Nous devons, vous savez, essayer de connecter les bonnes choses qui se passent. Pas seulement dans le monde juif, mais aussi ailleurs, pour rendre toute l'histoire, vous savez, intacte, forte. Et d'une certaine manière, ma dernière question, n'est-ce pas ce que fait vraiment l'art de qualité, connecter les gens? Oui. Et c'est ce que fait l'art de ta mère. C'est ce que maman faisait. Ma maman avait la capacité de produire des œuvres qui avaient du mouvement, de la couleur, des couleurs vives. À chaque fois que tu rentrais et voyais un tableau impressionniste ou post-impressionniste, tu te disais « Waouh, c'est nouveau, je ne l'avais pas remarqué ». Et heureusement qu'elle l'a fait, peut-être une demi-douzaine d'œuvres en rapport avec la Shoah qu'elle n'a jamais montrées aux gens. Et elles sont vraiment, vraiment tristes, et elle disait toujours que ces œuvres n'étaient pas destinées au public, qu'elle ne voulait pas les montrer parce qu'elles sont tristes. Et ici, en Israël, 1 fois par an, nous devons avoir la journée où nous rendons hommage aux 6 millions de Juifs
qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des nazis. Je ressors toujours cette peinture et la place en vitrine. Chaque année, et tu sais, j'ai vu cette peinture des dizaines de fois. Quand je fais ça, je commence personnellement à pleurer, tu vois, parce que c'est tellement... Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit exact ou non. Ça transmet une émotion, c'est ce qu'on appelle dans le métier, dans le monde de l'art, ça a une touche qui ne peut pas s'expliquer. Et elle l'a. C'est une excellente note pour conclure cette interview. C'était vraiment un honneur de vous avoir dans notre studio, Robert Elisha, et je suis sûr que les gens aimeraient aller visiter votre galerie maintenant. C'était un véritable honneur de vous recevoir dans le studio JNS, Robert Elisha. Et pour rappeler à nos téléspectateurs, la galerie d'art Chevis se trouve au 2 rue Washington à Jérusalem.